Hello, voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Et donc, voilà, de revenir vers vous pour une nouvelle conférence vidéo sur YouTube avec l'idée de reprendre un petit peu notre fil conducteur des grands I, des nœuds qui nous attachent, qui nous limitent. Et on avait vu un préalable qui était le sens donné à l'énergie, hein, la prise de conscience de la verticalité, hein, de la hiérarchie des puissances, et donc de retrouver l'intériorité, hein, pour remonter un petit peu en sens inverse le courant, hein, du flux d'énergie qui crée la manifestation depuis la source de la conscience. Voilà. Et donc, ce processus de remontée est empêché en fait hein, par les nœuds qui nous rattachent au monde matériel, au monde objectif, qui nous limitent avec donc ce qu'on appelle des cuirasses, des kamchukas, des fausses croyances. Hein. Ce sont ces nœuds qui nous illusionnent, hein, qui nous gardent prisonniers de l'illusion. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un principe très important qui est associé au nœud, au grand I, et, qui est l'ego. Hein. L'ego, donc, est important dans cette optique parce que en fait c'est lui qui va resserrer les liens, c'est lui qui en fait garde ses nœuds complètement serrés, quoi. Hein. C'est lui qui nous lie en fait, hein. C'est l'ego qui tient vraiment à ses nœuds parce que il est dépendant en fait de ses nœuds. Hein. S'il n'y avait pas ses nœuds, l'ego, hein, il perdrait la primauté, il perdrait hein, le devant de la scène, il perdrait hein, son importance. Hein. Donc l'ego tient beaucoup à ses nœuds. Et donc ça nous amène à réfléchir sur la définition de l'ego, parce que bon, l'ego, c'est pas forcément évident, tout le monde y met une idée plus ou moins convenue, hein, voilà, de ce qui est la personne, la personnalité. Mais voilà, d'un point de vue de la sagesse, du yoga, du point de vue du système énergétique de la Kundalini, donc euh, l'ego se trouve défini d'une manière un petit peu différente. C'est beaucoup plus précis, beaucoup plus intéressant, parce que l'ego, c'est donné en sanskrit avec le terme ahamkara, ahamkara qui signifie principe de l'individualité. Hein. Aham, c'est je suis, kara, c'est en rapport avec faire, le mot faire. Hein. Faire, je suis. Hein. Donc, c'est ce qui constitue l'individu, l'individualité. Et du coup, si on se réfère donc, au système énergétique hein, de la Kundalini, on a cette vision de la création hein, depuis les mondes subtils, depuis euh, la conscience, hein, l'énergie de conscience, Shiva Shakti. Le flux, au départ, le flux de cette énergie de conscience reste uni, reste indivi. Hein, Shiva Shakti reste uni. Hein, et donc commence à se manifester vers l'extérieur. Hein, et à un moment donné, donc, quand il rencontre l'ego, hein, quand l'ego va être créé, à partir de là, voilà, il va y avoir une différenciation. Une différenciation, toute l'énergie va à ce moment-là
se particulariser en individualité. Voilà. C'est un petit peu comme une lumière qui va se réfracter dans un prisme, hein, pour éclater en autant de couleurs différentes. L'ego Ahamkara, c'est ce principe majeur qui permet à la conscience de se différencier en individus hein, séparés les uns des autres et de l'univers. C'est un principe central parce qu'il manifeste comme à l'extérieur ce qui est contenu à l'intérieur, à savoir hein, la conscience qui se sait, qui se ressent comme étant une personne, comme une individualité. Hein. Voilà, donc, à ce moment-là, on passe de l'individualité universelle à une individualité particulière. Voilà. Donc l'ego, c'est un grand archétype hein, dans la création. C'est vraiment, il a un rôle primordial hein, qui est quelle qu'en soit la forme, hein, de créer toute forme sous forme individuelle dans la manifestation extérieure. Et euh, du coup, l'ego, voilà, c'est un principe important, mais il n'est pas le seul. Hein. Il est associé avec d'autres tattvas pour constituer ce qu'on appelle euh, l'agissant intérieur, antarkarana, l'organe interne, hein, ce qui occupe notre personnalité intérieure, toutes nos fonctions psychiques en fait. Hein, l'ego se trouve à ce moment-là associé donc à un principe qui est d'ordre supérieur hein, dans la hiérarchie donc de manifestation, donc, qui est buddhi. Buddhi qui est traduit par l'intelligence, mais alors c'est l'intelligence au sens oriental, c'est-à-dire avec l'idée donc d'une intelligence du cœur, oui, de l'affectivité, mais aussi de l'intelligence de l'esprit. Ce qu'on appelle aussi, on l'appelle aussi Mahat, le grand principe. Hein, c'est un principe impersonnel en fait, hein, qui reste hein, dans ce flux de conscience individu hein, au départ. Voilà. Et donc plus proche des émanations subtiles hein, de l'énergie de conscience, hein, buddhi. Hein, c'est le premier principe impersonnel quand on remonte hein, dans la hiérarchie, dans l'échelle des 36 tattvas, et qu'on peut reconnaître, tout à chacun peut reconnaître cette fonction que l'on a tous à se connecter à des références qui sont communes, le langage, la philosophie, par exemple, les scientifiques hein, utilisent beaucoup cette intelligence hein, qui est universelle et qui permet de partager toutes les expériences et toutes les connaissances entre les humains, entre les scientifiques. Et donc, de Bouddhi, ensuite vient donc l'ego, hein, avec ce principe de différenciation, hein, mais tout de suite sous lui vient ensuite Manas, hein, Manas, le mental, hein, donc qui va être lui en relation directe avec tous les organes d'action, de perception, et qui va être un petit peu sous les ordres de l'ego pour être l'agent actif, l'agent opérationnel, si vous voulez. Hein. C'est lui qui va veiller à ce que tout se déroule correctement, à faire les choses pratiquement, avec l'aide des organes d'action et de perception. Donc, il y a cet agissant intérieur hein, qui se trouve composé ainsi de l'intelligence, buddhi, ahamkara, l'ego et manas, le mental. Mais dans cette association, c'est l'ego qui est en fait la partie la plus dynamique. C'est lui donc, qui est le moteur en fait. Hein. C'est lui qui va
absolument se tourner vers l'extérieur, qui va désirer se tourner vers l'extérieur, vers les affaires du monde, vers les objets donc, du monde, hein. Et donc du coup, on voit bien que dans cette analyse de l'agissant intérieur, il y a beaucoup de choses différentes, subtiles, hein, qui peuvent porter à confusion, hein, parce que du coup, nous avons les fonctions de la pensée, nous avons donc la fonction de l'ego, hein, une fonction qui cherche à préserver nos intérêts. Nous avons l'intelligence, le discernement, la philosophie, la capacité d'abstraction. euh, nous avons donc la conscience. Et du coup, donc, il y a beaucoup de, de- de niveaux différents avec des mots qui peuvent donc prendre plusieurs sens, hein. Et du coup, en yoga, on fait attention à avoir une espèce de définition précise sur ces éléments intérieurs, hein, qui désignent la personne, hein, de ce qu'il y a derrière je, hein. Quand je dis je suis, qu'est-ce que vraiment donc on met derrière ce je, voilà. Donc au devant, au tout devant, indéniablement derrière je, c'est l'ego, hein, qu'on traduit souvent par le moi, hein, moi je. Hein, moi je, vous l'avez entendu souvent. Bon, mais ça, quand vous entendez moi je, c'est l'ego, hein. C'est l'ego qui se met en avant et c'est lui qui prend le devant de la scène. Le plus souvent, c'est l'ego, hein. Mais derrière l'ego, si vous voulez, en fond, il y a tout donc cette personnalité plus essentielle, hein, donc qu'on va plutôt nommer le soi. Le soi, c'est vraiment l'âme incarnée à l'intérieur, hein, qui est de même essence que le soi donc universel et qu'on va plutôt donc distinguer, hein, comme étant la personne fondamentale et donc qu'on appelle plus volontiers le soi, hein. Il y a bien, si vous voulez, ce langage de convention en disant moi, c'est l'ego et le soi, c'est l'âme en fait, si vous voulez. Donc il y a besoin de distinguer. En plus, dans la pensée orientale, donc il y a des distinctions encore plus fines. On parle aussi de chitta. Chitta, c'est l'esprit, la fonction psychique, c'est encore autre chose. Chantanya, vous entendez souvent parler de Chantanya. Chantanya, c'est la conscience dans ce qu'elle a de sacré, hein, dans la conscience divine, hein. Et Chit, c'est vraiment ce qui est le plus pur, hein, c'est l'énergie de conscience, Chit Shakti, hein, voilà. Ça, c'est vraiment la source. Donc il y a beaucoup ainsi de classifications, de dénominations différentes. C'est pas facile pour nous occidentaux de pouvoir distinguer voilà, ces niveaux différents. Et ça, c'est un apprentissage aussi que d'identifier ces différents niveaux. Donc on va rester au niveau de l'ego, voir un petit peu son fonctionnement. Euh, et effectivement, l'ego, tout d'abord, il a une fonction utile, hein. C'est un tattva donc, qui est créé par l'énergie cosmique, hein, donc, qui fait les choses de manière remarquablement bien, hein. Et l'ego est essentiel à la création, à la vie, hein, bien sûr. Et donc, il a quand même une fonction utile, hein. Il y a une partie de l'ego qui est très utile pour nous, hein, pour nous tous, dans la mesure où l'ego va défendre nos intérêts, hein. C'est lui qui va veiller à préserver tant soit peu donc,
un minimum pour vivre en société, qui va essayer quand même d'organiser au niveau matériel, au niveau du monde extérieur, un principe de survie, hein, un minimum de confort pour vivre, quoi, en fait, tout simplement. Donc, de ce point de vue-là, l'ego est très utile pour la possession d'un logement, des habits, d'un véhicule, d'un travail. Il va défendre donc ses acquis parce que effectivement c'est indispensable pour la survie de l'individu. Et c'est lui aussi qui est utile quand il s'oppose, hein, quand il s'oppose à des personnes malveillantes qui cherchent à vous nuire, qui cherchent à vous voler ou abuser de votre confiance. Vous voyez, c'est lui qui va s'opposer, qui va rester ferme et qui va défendre vos intérêts. Et ça, c'est très juste, hein. Ça, au contraire, il faut le renforcer. Cette fermeté vis-à-vis des gens malveillants, des énergies négatives, est très importante. Et ça, l'ego peut l'assumer et c'est une bonne chose. Après, par contre, hein, voilà, en yoga, on cherche plutôt à maîtriser cet ego, hein, plutôt qu'à le. Vous savez, dans certaines philosophies, on parle de le dissoudre, hein. Pour atteindre la libération, il s'agirait de dissoudre, d'abattre l'ego. En fait, dans le yoga, non, on cherche plutôt à le maîtriser, euh, parce qu'il a cette propension à en faire beaucoup trop. Voilà. C'est-à-dire que comme il a pris le devant de la scène, c'est lui qui se met en avant, c'est lui qui a les fonctions dynamiques de notre personnalité, c'est lui qui nous pousse, hein, à aller vers l'extérieur, à désirer, à aller dans les affaires du monde. Voilà. Et donc à nous illusionner pour courir après toutes sortes de projets, toutes sortes d'ambitions, de vanité, et j'en passe et des meilleurs, hein. Et du coup, là, par contre, il devient un petit peu vraiment néfaste, quoi, hein. Il y a des aspects donc néfastes. Donc, on va voir ces aspects. D'abord, par rapport au nœud de la base, on avait vu, hein, que c'était associé à la peur du vide, à la peur de mourir. Et là, l'ego, hein, ne veut pas admettre ça, donc il se croit immortel, hein, l'ego. Et donc, il va tout de suite essayer de chercher à se saisir d'objets. Hein. Donc ça, l'ego, et il aime bien donc l'appropriation des objets matériels. Et ça peut être vraiment maladif dans la mesure où il va collectionner toutes sortes d'objets, il va s'identifier à ces objets de possession, euh, la maison, la voiture, les habits, la piscine, les bijoux, hein, j'en passe et des meilleurs. Et ça peut aller même jusqu'à hein, des pulsions compulsives de consommation parce qu'il y a ce besoin de se rassurer, de posséder, de se saisir de quelque chose qui va combler, qui va compenser ce vide intérieur, hein, cette peur du vide. Voilà. Donc ça, il faut identifier ce goût immodéré qu'a l'ego pour la possession, voilà, hein, toujours posséder plus, de plus beau, de meilleur, de plus cher, de voilà, il y a beaucoup de cette idée de course, de fuite dans la consommation et dans la possession des objets. Au niveau du cœur, au niveau du nœud du cœur, au niveau de l'affectivité, donc l'ego, effectivement, là aussi, va chercher à garder des liens, à garder des liens affectifs avec les proches et surtout, il va chercher de la reconnaissance. Voilà. Il a absolument besoin de reconnaissance, de gloriole,
Il veut vraiment attirer l'attention sur lui, de sorte à donner une meilleure représentation possible de lui-même. Euh, du coup, on peut évoquer la métaphore de l'avocat. C'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à ce que fait notre ego, hein, l'avocat qui défend son client hein, dans un tribunal, comme ça, devant tout le monde, les jurés, le président, etc. Voilà, son client, ben, bien sûr, c'est la conscience intime hein, qui est notre dignité, qui est inaliénable, donc qui est pure, hein, dont on sait qu'elle a beaucoup de valeur. Hein, donc, euh, évidemment, hein, on vaut beaucoup mieux ce que pensent les autres, hein, toujours. Hein, on est beaucoup plus intelligent, on a beaucoup plus de talent, on a beaucoup plus de valeur, hein, évidemment, que ce que peuvent penser les autres. Et donc l'avocat, il est là pour défendre son client en mettant en avant ses mérites, donc sa dignité inaliénable, son humanité, hein, et ce qui est vrai. Hein, vous savez que même ceux qui ont fait les plus grands crimes gardent une part d'humanité en eux, et ça c'est important que la justice puisse passer et puisse également donc faire valoir cet aspect de l'humanité qui est en chacun de nous. Et donc du coup, l'avocat, il va être prêt à aussi euh, tous les arguments possibles pour donner le meilleur, la meilleure image possible de son client, quitte à faire des effets de manche pas toujours de bonne aloi ou avec des discours qui sont pas toujours de bonne foi. Hein. Donc ça, c'est l'avocat parfois qui en fait trop et qui est prêt à tout, tous les artifices pour voilà, défendre son client. Hein. Donc ça, c'est vraiment un petit peu tous les personnages qui nous animent donc dans la société. Hein, le père de famille, celui qui est au travail, euh, voilà, la mère, également donc les- celui qui est avec ses amis, donc toujours essayer de donner une image positive de soi. Ça, c'est vraiment un travail très important qui est assumé par l'ego. Et enfin, au niveau du front, donc au niveau du front, c'est de la raison, hein, des pensées, de la morale. Là, l'ego va trouver un champ d'investigation absolument fantastique qui est également dans celui du yoga aussi. Hein. Il va trouver un champ d'investigation dans la spiritualité pour faire valoir ses talents d'intelligence, d'association, de pensée, de- de montrer comment il peut être pertinent sur certains sujets, quitte à s'improviser savant alors que il n'y connaît pas grand-chose en vérité, mais du moment qu'on puisse parler, dialoguer, voilà, exprimer de belles pensées, de belles intentions, ben, il est tout à fait à son aise, quoi. Hein. L'ego est très associé à la parole, au dialogue, au fait d'être volubile. L'ego est très volubile. Voilà, donc cet exercice, en quelque sorte, n'échappe pas non plus à cette règle, hein, d'être aussi euh, dans une forme d'ego, quand on veut s'exprimer quelque part, ben, on a cette intention de bien faire, de bien montrer ses capacités. Alors, tout ceci doit être repéré, hein, justement, pour que sur le chemin du yoga, on ne puisse pas être esclave quoi, de tous ces jeux de l'ego qui nous emprisonnent
et surtout qui nous épuise, quoi. Voilà, c'est vrai que ce jeu de Lego, finalement, nous encombre d'un tas de possessions, d'un tas d'images à défendre, d'un tas de principes, de croyances également à défendre. Et là, il y a une perte d'énergie qui est énorme hein, sur la voie du yoga. Et ça, ce n'est pas possible. On peut pas garder tout ce poids. On peut pas trimballer c'est comme des boulets aux pieds, quoi, hein, qui vraiment, à un moment donné, sur le chemin, va complètement nous empêcher d'avancer, quoi, hein. Alors là, il faut se libérer, il faut se déconditionner de toutes ces charges, de tous ces enjeux égotiques, hein. C'est vraiment très important parce que sinon, eh bien, on est à l'inverse dans une forme d'égocentrisme exacerbé où il n'y a plus que sa propre personne qui importe. Tout est ramené à son histoire personnelle. Il n'y a plus d'écoute des autres. On devient, il faut le dire, hein, une personne infréquentable, hein. Dans ce cas, il y a vraiment aucun intérêt. Aucun échange en fait, aucun partage, hein. Tout est ramené à soi, ses préoccupations, sa propre obsession, c'est épuisant et c'est un enfer, hein. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter à tout prix et au contraire, hein, donc en yoga, petit à petit, on commence à comprendre tout ça. On voit bien qu'il y a des combats qui sont plus à mener, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas à, voilà, à dépenser son énergie, à chercher à mobiliser toutes sortes de compétences, ça ne vaut vraiment plus la peine. Et donc il faut lâcher prise, hein, et on essaie de s'alléger, hein. On essaie de s'alléger au niveau des biens matériels, hein. On voyage léger, on essaie hein, d'avoir le moins de possessions matérielles possible. On essaie de rester silencieux, hein, ça aussi, c'est pour apprendre à se taire, et puis à aimer les gens comme ils sont, et puis être comme on est, s'accepter et être plutôt dans la vérité, hein, avec les rapports humains, quoi. Donc c'est très difficile, hein, c'est vraiment le travail de toute une vie parce que il faut abandonner beaucoup de prétentions, beaucoup de vanité, beaucoup hein, d'activités qui deviennent complètement inutiles et aussi de se détacher, hein, de prendre du recul par rapport aux affaires du monde. Ça, c'est très important pour justement verser dans l'intériorité, verser dans la subjectivité et retrouver cette cible, hein, ce cœur euh, qui est au centre de nos actions en yoga, qui est la réalisation du soi, hein. Voilà, c'est ça qui est l'objectif, hein, qui est au bout du chemin et qui, lui, va nous apporter vraiment la connaissance voilà, de ce qui, par contre, est complètement intemporel, complètement permanent, hein, voilà, qui est porteur de vérité et aussi de joie, hein, il faut le dire, hein. Et donc, vous voyez, de laisser d'un côté toutes sortes de poids, de charges pour finalement retrouver un sens beaucoup plus profitable, des valeurs beaucoup plus fondamentales, essentielles, qui est celle tout simplement de la vie, du vivant, hein, du bonheur d'être vivant, avec le partage euh, du soi, de la conscience du soi. Voilà. Donc voilà, je vous laisse réfléchir sur ce sujet éminent.
et de vous souhaiter à nouveau une bonne pratique. Arion, merci à vous, merci, portez-vous bien et à bientôt.